L'Est de la France est-il aujourd'hui la préfiguration de ce qui attend le pays dans quelques semaines avec la crise du coronavirus? C'est en tout cas la région de France la plus durement atteinte par l'épidémie. Ce dimanche 15 mars, on y dénombrait 1378 cas confirmés et on y déplorait 45 morts. Le journaliste Guillaume Crimpe du journal en ligne indépendant Rue 89, Strasbourg, qui ne dépend pas du groupe L'Obs mais vit de l'argent de ses abonnés, travaille sur ce sujet brûlant. Il enquête et recueille des témoignages anonymes de soignants qui racontent leurs grandes difficultés. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu as recueilli de nombreux témoignages de soignants de Mulhouse et certains d'entre eux font frémir. Une infirmière par exemple t'a dit « Ça fait 15 ans que je suis aux urgences, je n'ai jamais vu ça ». Peux-tu nous en dire plus ? Effectivement, les témoignages que j'ai recueillis au fil de la semaine sont assez inquiétants. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans ces témoignages, j'ai eu la chance de pouvoir observer une évolution, puisque j'ai eu des témoignages en milieu de semaine dernière. J'ai eu les mêmes personnes qui m'ont parlé de leur situation hier, tout simplement. Donc, j'ai pu observer vraiment une situation qui s'aggrave. Une situation qui s'aggrave en premier lieu parce que, effectivement, le personnel soignant est complètement débordé. À peine quelques jours de crise sanitaire les rend déjà épuisés face au manque de moyens, face au manque de personnel, face au manque de lits. En quelques jours, le personnel soignant semble déjà à bout. Et hier, j'avais une infirmière effectivement qui me parlait déjà de collègues qui souhaitaient déposer des arrêts maladie. Donc effectivement, on est déjà dans une situation où le personnel, du fait de ce manque de moyens, est à bout. Autre évolution qui me semble intéressante et importante à noter, c'est qu'aujourd'hui, hier, j'avais encore aussi des témoignages qui étaient affolants dans le sens où l'évolution de la compréhension du virus, finalement, par les personnels soignants est assez mauvaise dans le sens où, finalement, hier, encore une fois, j'avais un témoignage d'un infirmier qui me parlait d'une incompréhension totale par rapport à ce virus, par rapport aux symptômes qu'il peut y avoir et par rapport aux personnes qui peuvent être affectées. Donc il y a aussi finalement un sentiment du côté du personnel soignant d'être débordé parce qu'ils ont l'impression de voir finalement une situation qui est en perpétuelle évolution et qui est absolument pas sous contrôle, qu'elle soit sous contrôle au niveau des moyens qui sont à disposition, mais aussi au niveau de la connaissance que le personnel soignant a de ce virus. Donc effectivement, on a vraiment des témoignages qui sont alarmants et à cela s'ajoute bien sûr effectivement une vraie colère de la part de tous les infirmiers avec qui j'ai pu échanger, qui étaient des infirmiers qui ont été mobilisés au cours des derniers mois pour demander plus de lits, pour demander plus de personnel, pour demander des locaux plus adaptés. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a cette colère qui vient s'ajouter à la fatigue et qui est cette colère de ne pas avoir été entendu et de finalement faire face aujourd'hui à une situation pour laquelle ils avaient alerté déjà il y a plusieurs mois, pour laquelle ils avaient été en grève, pour laquelle ils avaient été en manifestation à Paris. Et donc, à tout cela, il y a aussi une rage qui s'ajoute, je crois, où effectivement, cette situation est d'autant plus difficile à supporter pour ce personnel qu'il avait alerté le gouvernement sur le manque de moyens, encore une fois, sur le manque de personnel et sur le risque, finalement, que peut entraîner une telle situation de manque structurel, que ce soit au niveau matériel ou au niveau personnel. Tu parlais du virus qu'on comprend mal, dont on a l'impression qu'il se comporte différemment dans certains cas. J'aimerais bien que tu nous en dises plus. Alors en fait, le dernier témoignage que j'ai eu à ce sujet partait de cette idée que, encore en début de semaine dernière, on avait ce sentiment que les principales personnes, les principales victimes, les victimes les plus lourdes de ce virus étaient souvent des victimes âgées de plus de 70 ans et porteuses d'autres pathologies qui aggravaient finalement l'infection par le coronavirus. Aujourd'hui, j'ai des témoignages dimanche hier qui me disent on a de nouveaux types de patients. On a des patients qui ont à peine la quarantaine, qui ont la cinquantaine et qui ont besoin d'être admis en réanimation parce qu'ils ont des difficultés respiratoires alors qu'ils ne présentent aucune autre forme de pathologie. Donc, cette évolution, cette incompréhension, elle vient déjà d'une évolution dans le public concerné. On ne comprend pas comment est-ce qu'on est passé des personnes âgées seulement à des personnes moins âgées sans pathologie. Ensuite, l'autre incompréhension dont on m'a fait part par rapport au virus lui-même, vient aussi des symptômes présentés par les patients, c'est-à-dire que hier, un infirmier me racontait que finalement, des patients pouvaient arriver aux urgences sans forme de symptômes
particulier, sans difficulté respiratoire particulière. Mais pourtant, quand ils sont testés, c'est-à-dire quand on va faire une radio de leur poumon, par exemple, on va vraiment observer des taches, apparemment des taches blanches qui indiqueraient vraiment une infection assez importante. Et quand on fait des tests sur le taux d'oxygénation de leur sang, on tombe sur des taux d'oxygénation qui sont très très bas par rapport à un taux qui serait normal, on va dire. Et donc, il y a encore cette seconde incompréhension qui, elle, vient plutôt du fait qu'on se retrouve avec des gens dont on se rend compte qu'ils ont des difficultés respiratoires, mais pourtant, en premier lieu, ils n'en ont pas les symptômes. Et c'est ça qui est aussi inquiétant pour le personnel soignant, c'est finalement de faire face à des gens qui ne montrent aucun signe de difficulté respiratoire, mais pourtant, quand on fait ces tests, on se rend compte que ça vient, et ça vient assez vite, en fait. La question du matériel thérapeutique se pose dans toute la France, mais je suppose que la réalité est encore plus préoccupante dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Effectivement, alors encore une fois, j'ai vraiment eu plutôt des témoignages en ce qui concerne Mulhouse. Pour l'instant, à Mulhouse, je ne crois pas qu'on puisse parler aujourd'hui de pénurie, dans le sens où aucun infirmier ou aucune aide-soignante ne m'a fait part d'un manque de masques ou d'un manque de gel hydroalcoolique. On m'a vraiment fait plutôt part de tension sur le stock, c'est-à-dire un stock, que ce soit de masques, que ce soit de blouses, que ce soit de Charlotte, que ce soit de gel hydroalcoolique, qui sont vraiment rationnés, pour lesquels parfois certains me disent qu'il faut supplier pour les avoir, mais pour l'instant, il semble qu'ils soient tout à disposition. Il semblerait qu'il y ait plutôt un contrôle assez important sur la façon dont ils sont distribués, mais on ne parle pas encore de pénurie. Par contre, on parle plutôt de pénurie et de manque de matériel. Quand on parle de lits en réanimation, là, clairement, on est complètement saturé à Mulhouse. On a déjà eu, d'ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, des personnes qui ont été envoyées dans d'autres hôpitaux, notamment à Strasbourg. Il me semble que hier, c'était aussi la question de commencer à envoyer des personnes qui étaient à Mulhouse dans d'autres hôpitaux périphériques, cette fois plus petits. On pense à Athan, on pense à Altkirch, par exemple, ou Saint-Louis. Et donc, la pénurie ou le manque de matériel se fait ressentir vraiment plutôt au niveau du nombre de lits et du nombre de respirateurs. Justement, pourquoi ces départements, les départements dont on parle, ont-ils vu une telle explosion de cas? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour Mulhouse, pour le cluster haut-rhinois, tout a commencé par une semaine, un rassemblement évangélique qui a eu lieu à Mulhouse en début mars, et qui a, il me semble, rassemblé environ 2000 personnes et qui a très rapidement provoqué, je pense, une contamination extrêmement importante au sein de la population haut-rhinoise. Donc, je pense qu'il faut commencer par se dire, c'est que ça a commencé par un rassemblement important où une personne est porteuse du virus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une vraie déconnexion entre la France et le reste, et le Haut-Rhin, le Bas-Rhin. La situation du Haut-Rhin, c'est clair, tous les habitants du Haut-Rhin et même tous les Alsaciens savaient en fait que la situation du Haut-Rhin était bien plus grave que la situation française. Et donc il y avait un peu ce sentiment finalement que là, le centralisme à la française venait buter sur une situation locale. Et est-ce que, par rapport à une situation locale, il était judicieux de prendre des décisions au niveau national? Moi, il me semble qu'effectivement, les décisions qui ont été prises au niveau national récemment, notamment par rapport à la fermeture des établissements qui accueillent du public, par rapport au rassemblement, etc., sont des mesures qui auraient dû être prises éventuellement beaucoup plus tôt, en fait, pour Mulhouse, pour le Haut-Rhin, voire pour le Bas-Rhin aujourd'hui, puisque ce sont des endroits où, effectivement, la contamination est bien plus avancée et donc aurait nécessité des mesures bien plus tôt. Là, par exemple, on tourne la tête vers l'Allemagne, et là, on observe une organisation par Länder, où finalement, ces mêmes dispositions qui sont annoncées par Édouard Philippe ou par le président de la République sont, elles, prises au niveau régional. Et donc, on a en Allemagne des situations qui sont tout à fait différentes selon les Länder. Il me semble, par exemple, que dans la région de Berlin, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mesures particulières qui soient appliquées. Par contre, il est clair que dans la région voisine de Strasbourg, dans le Land du Bade-Württemberg, là, on a déjà mis en place des mesures de restriction, de rassemblement, etc. Jean Sibilia, le président de l'Université de médecine de Strasbourg, il est très alarmiste. Dans Le Monde, il parle de marée noire, de crash test cette semaine pour l'Alsace. Comment vit-on dans ce climat? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a aussi le simple fait que
les déplacements, les rencontres sont plus limités. Moi, encore une fois, je disais, la plupart de mon week-end, je suis resté chez moi, j'ai un peu couvert les élections municipales, donc de ça, je peux vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez absurde en fait dans la couverture d'élections municipales, ou à Strasbourg, hier soir, on n'était clairement pas à Paris, ou au bord du canal Saint-Martin, on pouvait voir des centaines et des centaines de gens vivre dans une sorte d'insouciance assez inquiétante. Strasbourg était vide hier soir. Strasbourg, j'ai pris d'ailleurs des vidéos en faisant du vélo pour rejoindre un tel local de campagne où il y avait un petit discours qui était fait devant quelques journalistes par Jeanne Barzéguian, la tête de liste des écologistes à Strasbourg. C'est très bizarre de couvrir une élection municipale où il n'y a pas de local ouvert au public, où il n'y a pas de personnes qui peuvent nous parler de la campagne, où les gens prennent leur distance, où il y a personne tout simplement. Donc clairement, la situation est assez bizarre en Alsace aussi parce que je pense qu'ici, on a quand même pris conscience beaucoup plus de la gravité de la situation qu'ailleurs. À Mulhouse, le taux de participation aux élections municipales était très faible, il était de 30%. Quel est l'état d'esprit des électeurs dans cette région ? Bien sûr, quand on est dans la région qui a été désignée notamment par les autorités allemandes comme une zone rouge de contamination, il est clair que pour les municipales en Alsace, il y a eu un effet coronavirus et que cet effet est d'ailleurs beaucoup plus important en tout cas que pour le reste de la France. Je veux dire, à partir du moment où, comme je vous le disais avant, on a pris conscience de la gravité de la situation au niveau local, que cette situation est plus grave que dans le reste de la France, en conséquence, les gens réagissent et donc vont moins voter, clairement. Après, j'ai été dans 2 bureaux de vote dimanche. Les mesures mises en place pour tenter de freiner la propagation du virus étaient présentes. Après, je comprends aussi tout à fait des personnes qui vont se dire, mais en fait, le risque pour le limiter au maximum, c'est de ne pas aller voter, en fait. Et c'est vrai que l'état d'esprit peut paraître aujourd'hui un peu bizarre, finalement, pour les personnes qui sont allées voter, qui ont pris ce risque en se disant, finalement, c'est une échéance électorale importante, il faut peut-être prendre ce risque. Aujourd'hui, elles sont dans une situation complètement ubuesque où en fait, on ne sait même pas si ce premier tour va valoir quelque chose, on ne sait même pas quand est-ce qu'aura lieu le second tour. Et c'est là que je trouve finalement que cette situation au niveau local n'a pas du tout été prise en compte par les autorités françaises, par le gouvernement français, parce que le problème était plus grave en Alsace. Et donc aujourd'hui, il se trouve que les Alsaciens, peut-être plus que tout autre électeur français, et dans ce sentiment de ne peut-être pas avoir été pris au sérieux ou de ne pas avoir été protégé. Merci Guillaume. Merci à vous.